Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine de ce dimanche 7 décembre 2025. Cette émission est consacrée à l'accord entre le Rwanda et la RDC signé sous médiation américaine le 4 décembre à Washington. Au micro, vous êtes avec Elogeuli Kaneza. Ouvrons cette émission par les détails recueillis par notre confrère Pierre Claver Nyonhuru. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition qui va se focaliser principalement sur la guerre à l'est de la RDC. Signature ce jeudi de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington par les présidents rwandais et congolais. L'accord en soi touche tous les angles et contours du cessez-le-feu entre Kinshasa et les rebelles du mouvement M23 jusqu'à la gouvernance partagée dans la partie occupée par les rebelles en passant par la neutralisation des rebelles génocidaires FDLR. Pour Rwanda, l'accord qui s'ajoute aux autres mis dans le tiroir donne espoir. Tout y va de pair avec l'engagement des deux côtés, selon les analystes géopolitiques. Kigali veut aussi la neutralisation des rebelles génocidaires FDLR qui ont commis le génocide des Tutsis en 1994. Olivier Nduhungirehe, il est ministre de la diplomatie rwandaise. Le processus de paix de Washington, eux, règle les questions sécuritaires, donc la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Les questions économiques, il y a l'accord d'intégration régionale économique entre le Rwanda et la RDC avec le soutien des États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires. Et puis il y a aussi la partie politique qui est réglée à Doha, donc la négociation entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Donc ça c'est le cadre de Washington. Donc ça va dans le bon sens, mais nous on veut voir sur le terrain, puisqu'il y a eu un appel. L'accord de paix de Washington parle de neutralisation des FDLR, neutralisation effective. On doit voir sur le terrain que ces groupes génocidaires ont été neutralisés. Si cela doit commencer par un appel, tant mieux, mais on attend de voir. Donc, il faut qu'on règle cette question sécuritaire, neutraliser les FDLR, et puis il y aura quand même une voie à trouver une paix durable à l'est de la RDC. Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est ça qui nous pose problème, d'autant plus que le gouvernement congolais, à l'heure où on nous parle, mobilise toujours des membres des FDLR qui sont ici en Europe, y compris ici en France, pour essayer de déstabiliser le Rwanda. On a signé un accord, qui est l'accord de paix de Washington, qui dit que les FDLR doivent être neutralisés, et ce qui va ouvrir la voie à une levée des mesures rwandaises de défense. Donc c'est cet accord-là qui nous lie. Mais le M23 aussi est lié par un processus de paix qui est à Doha. Ils sont sur la même table des négociations. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi dans un cadre de discours belliqueux qu'il a fait contre le Rwanda. Vous vous rappelez quand il a dit qu'il va renverser le gouvernement rwandais, qu'il va bombarder Kigali. Donc, c'est cela nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table des négociations avec le gouvernement congolais, et on espère qu'ils vont aboutir à un accord de paix. Le Rwanda fait une contribution quasi permanente dans la recherche d'une solution humanitaire dans la région. On a ouvert nos frontières lors de la bataille de Goma pour accueillir des milliers de réfugiés, même des soldats congolais et des mercenaires européens. Et donc on contribue, on continue d'apporter notre pierre à l'édifice pour que la situation humanitaire soit améliorée. Bien sûr, il y a les pays de la région qui sont partie prenante dans la recherche d'une solution, et puisqu'on est aussi affecté par cette crise. Par exemple, chez nous au Rwanda, on a plus de 80 000 réfugiés congolais. Et ce qui disons, nous fait problème, c'est que bien que 5 000 réfugiés rwandais à l'est de la RDC sont retournés au Rwanda depuis janvier, le gouvernement congolais ne semble pas être prêt à recevoir les 80 000 réfugiés congolais au Rwanda. C'est un obstacle puisqu'ils doutent de leur nationalité. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit de véritables Congolais. C'est la théorie du grand remplacement du président Tshisekedi qui fait qu'il estime
qu'on remplace des populations autochtones à l'est de la RDC par des populations étrangères, ce qui est évidemment faux. Quand on parle de la réouverture de l'aéroport de Goma, il faut quand même aussi parler de la question sécuritaire, puisque au jour où on parle, aujourd'hui, il y a des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, contre les populations banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Et ils utilisent des avions de chasse et des drones d'attaque, ce qui est en violation du cessez-le-feu qu'on a signé. La RDC rassure que ce point est contenu en grand caractère dans cet accord. Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, elle est ministre congolaise de la diplomatie. Alors, évidemment, nous sommes conscients de l'attente tout à fait légitime de nos compatriotes à travers la République démocratique du Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais s'il y a, si vous voulez, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Le président de la République a été très clair là-dessus. Après 30 ans, combien de présidents américains sont passés sans pour autant s'engager avec autant de moyens diplomatiques et autres que le président Trump. Donc je pense que nous avons tous un intérêt à ce que cette guerre prenne fin et que même au premier, si vous voulez, au premier défi ou à la première au premier, je ne veux pas dire échec, mais au premier défi, on ne jette pas cet accord, si vous voulez, à l'eau, mais on continue justement à se battre pour une redevabilité, pour une exécution de l'accord. Si c'était si facile de mettre fin à une guerre juste en signant un accord, nous n'en serions pas là 30 ans plus tard. Donc il s'agit d'un engagement continu qui doit être maintenu par toutes les parties prenantes et nous en sommes conscients. Nous allons faire notre part des choses et justement continuer aussi à insister sur une redevabilité de tous les acteurs. Je pense que le fait que nous ayons franchi ce cap très important avec la signature au niveau de chefs d'État de ces engagements, des engagements qui prévoient justement très clairement une concomitance entre le retrait des troupes rwandaises et la neutralisation des FDLR. Je pense que ceci nous donne un cadre assez clair qui clarifie justement ou qui explique, qui illustre les responsabilités des uns et des autres. Et il en revient au président Trump et à son équipe de savoir quels sont les leviers potentiels ou existants qu'ils veulent activer pour accélérer les choses ou pour rendre leur rôle de facilitateur peut-être plus percutant. Je ne vais pas m'étaler sur une spéculation là-dessus, mais je pense que quand un chef d'État se prononce de la sorte, il a certainement des éléments en sa possession qui le rassurent sur la faisabilité de certaines choses. Pour cette partie prenante de l'accord de Washington, l'heure est toujours à l'accusation contre son ennemi juré, le Rwanda. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés d'abord. Ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter
que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités, nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de le dire. C'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair. Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devrait avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons qu'au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire, que la paix pourra devenir effective avec un engagement plus fort du gouvernement américain pour s'assurer que le Rwanda, de son côté, fasse ce qui est sa part pour que la paix puisse être restaurée. Lors de la signature de cet accord interprété de façon différente et parfois opposée, par Kigali et Kinshasa, il y avait aussi des observateurs qui sont aussi malheureusement acteurs dans le conflit. L'on signalerait le président burundais Evariste Ndayishimiye. La présidente burundaise a annoncé qu'il y a eu une rencontre conviviale et fraternelle entre le chef de l'État burundais Ndayishimiye et son homologue congolais Tshisekedi à la veille des cérémonies de signature de cet accord historique de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Dans l'entretemps sur le terrain, des combats généralisés au sud Kivu s'enchaînent. Les combats entre forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et les forces armées burundaises d'un côté et les rebelles de l'AFC M23 de l'autre côté, se situent pour le moment à Kaziba et à Kamanyola, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Ces affrontements ont provoqué des détonations entendues jusqu'aux collines burundaises bordant la Rusizi, une rivière qui sépare le Burundi et la RDC. Des bombes tombées sur le territoire burundais alimentent la panique, tandis que les Congolais fuyant les combats se heurtent au refus d'entrer au Burundi. Mais de l'autre côté de Kigali, le Rwanda continue d'accueillir des réfugiés congolais dans ces récents affrontements à Kamanyola. Plus de 300 réfugiés congolais ont trouvé refuge à Rusizi, district frontalier avec la RDC. Des analystes constatent une hypocrisie de Kinshasa et Kigali et craignent que cet accord soit signé pour plaire à la volonté des Américains, non pour le bien de la population de l'Est congolais. Pierre Boisselé, il est directeur de recherche sur la violence à l'Institut de recherche politico-sécuritaire et Bouteli sur les ondes de TV5 Monde. Ce qui compte, c'est beaucoup les effets d'annonce et le fait de pouvoir se poser en faiseur de paix. Donc, on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, en réalité, l'accord de paix dont il est question, il a été signé par les ministres des Affaires étrangères au mois de juin déjà. Ce à quoi on a assisté aujourd'hui
c'était plutôt une confirmation symbolique. Mais l'accord en lui-même, il est déjà en vigueur depuis plus de 5 mois. Et on voyait bien que sur le terrain, les choses n'avaient pas forcément été résolues. L'accord, il inclut effectivement un cessez-le-feu. Et en fait, il y a plusieurs dispositions assez précises qui devaient être mises en œuvre à la fois par le gouvernement congolais et par le gouvernement rwandais. Côté gouvernement congolais, il y avait notamment la question de la neutralisation d'un groupe rebelle hutu-rwandais, qui est les FDLR, qui sont présents sur le territoire congolais. Et côté rwandais, le retrait des troupes rwandaises présentes dans l'est de la RDC. Donc là-dessus, alors il y a eu des phases préparatoires, on peut dire que c'est un processus qui est toujours en cours. Mais en tout cas, ces deux engagements-là ne se sont pas matérialisés jusqu'à maintenant. Alors, ça va dépendre en partie d'une volonté politique, ça va dépendre en partie de sa capacité à se faire obéir dans toute la chaîne de commandement congolaise, puisque, comme je disais, un des engagements phares, en tout cas côté congolais, c'est cette neutralisation des FDLR. Mais il va falloir aussi que en face, le Rwanda notamment, respecte sa part du contrat. Dès maintenant, je suis un peu en peine de le dire parce que je ne vois pas qu'il y ait de changement immédiat à la suite de cet accord. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Moi, je pense qu'une partie quand même assez significative du succès ou non de cet accord va dépendre de la capacité des États-Unis à continuer à suivre précisément l'accord et à s'assurer que les acteurs respectent leur engagement et à faire pression si besoin. Donc c'est ça un peu la condition, mais c'est pas pour tout de suite. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui a envoyé plus de 10 000 militaires pour appuyer les FARDC, l'armée loyaliste du Congo, ainsi que les milices locales Wazalendo soutenues par Kinshasa, a déclaré que le Burundi a un rôle majeur à jouer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps de désespoir et un temps d'espoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui va redonner l'espoir au peuple congolais et au peuple de la sous-région. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ce grand jour. Nous implorons le bon Dieu de continuer à guider les pas de toute personne de bonne volonté qui va s'impliquer pour la mise en œuvre. S'engager, c'est une chose. Mettre en œuvre, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais interpeller chacun de nous de donner sa contribution pour arriver à la mise en œuvre effective de cet accord. Quant à ce qui nous concerne, sur l'accord sur l'intégration économique et régionale, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo constituent déjà une communauté économique des pays de cette région de Grand Lac. Le Burundi a un grand rôle à jouer pour effectivement implémenter déjà les accords de coopération existants entre les trois États. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons arriver à une paix durable et à la stabilité de la région. Je vous remercie beaucoup. Pour l'ancien président de la communauté congolaise du Maine, Cocomane, Mardoché Mbongi, cet accord ouvre l'espoir d'une nouvelle ère. Il s'exprime au micro de Jean Hakuzimana. Sur le terrain, les enjeux sont différents, mais à partir du moment où
les Américains, qui on sait, ils sont pour beaucoup par rapport à ce qui se passe là-bas en Afrique, arrivent par l'entremise de Donald Trump à dire que maintenant on doit faire la paix, envie de faire les affaires. Alors on se rassure qu'effectivement la paix va revenir. Parce que le regret est que l'Europe était pour la guerre, avait toutes les raisons justificatives pour créer des choses qui n'existaient pas, afin de faciliter la guerre qui va finir par plomber les pays africains, notamment la RDC qui est encore vu comme un grand espace qui leur reste dans leur agenda à diviser, comme ils ont fait au Soudan, Somalie et d'autres pays. Mais les Américains, en fait, vous connaissez aussi, avaient d'autres gouvernements qui pensaient comme les Européens. Mais par l'entremise de Donald Trump, on espère vivre une nouvelle ère. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. Mais je comprends, mais on vient de signer l'accord là-bas à Washington. Mais si vous avez suivi, quel est votre commentaire ultime? Bon, mon commentaire ultime est le suivant. La paix était obligatoire, mais garantir la paix, ça a toujours été un souci. Ce n'est pas le tout premier accord que la RDC a signé avec le Rwanda, mais la paix n'est jamais revenue. Alors, cette fois-ci, nous comptons sur la garantie des Américains parce qu'ils ont finalement compris que le problème est au-delà de ce que les politiciens disent, le problème est économique. L'intégration régionale est un problème. La RDC a beaucoup de ressources et les autres pays voisins ont besoin de bénéficier de ces ressources-là. Mais les moyens pour y parvenir n'étaient pas définis de manière à garantir les intérêts des uns et des autres et la sécurité. Mais les Américains ont proposé, en fait, le Congo a proposé aux Américains des brokers ces peace deal et les Américains ont accepté. Le Rwanda, longtemps partenaire des Américains, n'était pas en mesure de pouvoir louper l'opportunité. Donc moi, mon commentaire est le suivant. La paix est signée, mais faire de cette paix une réalité en Afrique consiste à obtenir les garanties et l'accompagnement des Américains. Donc, même si on a signé, tu n'es pas tout à fait sûr qu'il y aura des réalisations immédiates de la paix que tu dises. Oui, l'immédiateté, je ne crois pas à l'immédiateté, mais je crois à des effets progressifs de la réalisation de cette paix. Parce que si on interroge du côté congolais, l'histoire renseigne que le Congo n'est jamais allé, aller commencer une guerre sur le territoire rwandais, mais toutes les guerres se passent sur le territoire congolais. Donc, si on pose la question qui commence, qui subit, il y aura des justifications. Mais si on regarde la réalité, c'est que les guerres se font sur le territoire congolais. Donc, les Congolais sont les plus concernés de la question de la paix et les Congolais montrent toujours la disponibilité de faire la paix. Mais maintenant, compter sur la sincérité et l'honnêteté du Rwanda par rapport à cet engagement, c'est une inquiétude parce que le passé nous renseigne que le Rwanda aura toujours une quelconque raison de recommencer ce que tout le monde comprend aujourd'hui que c'est inutile parce qu'il faut faire la paix et faire les affaires pour la prospérité des populations de tous les deux pays. Mais disons, le Congo, les groupes armés qui sont là-bas, vous pensez que ça va vraiment, ça va demander combien de temps fait qu'on voit la lampe, on voit la lumière dans le pays, dans l'est du Congo surtout? Oui, vous comprenez mon frère, les groupes armés dont on parle aujourd'hui, si on pose la question, les Nations Unies nous diront 120 groupes armés, 250 groupes armés et ainsi de suite. Mais lorsqu'on va interroger sur le terrain, qui sont ceux-là qui créent ces groupes armés? Ça veut dire c'est un groupe de 50 personnes qui se disent aujourd'hui un groupe armé, demain ils se divisent en 10 groupes, chacun se réclame un groupe armé indépendant de l'autre, et ainsi de suite. Donc ce sont les mêmes individus qui se multiplient en termes on espère, des agendas
qui leur sont confiées par des personnes beaucoup plus puissantes qu'elles. Qu'est-ce qui va se passer? Les groupes armés sont soutenus. Si vous n'êtes pas soutenu, vous ne pouvez pas commencer un groupe armé et subsister au cours des temps. Maintenant, comme la paix implique la cessation de soutien à des groupes armés, ça veut dire, puisque c'est prouvé aujourd'hui avec les M23 que le Rwanda soutenait un groupe armé qui est devenu aussi puissant que la mission des Nations Unies, si le Rwanda, aujourd'hui en toute sincérité, arrête de soutenir ces groupes armés, ça veut dire que le plus grand groupe armé n'est pas soutenu, c'est fini. Il y a aussi les FDLR, il faut aussi noter les FDLR parce que c'est la double... Je voulais en arriver, je voulais arriver là. Allez-y. Le Rwanda a dit que la RDC soutient les FDLR. Donc, si à en croire ce que le Rwanda a dit, si la RDC soutenait les FDLR et que la RDC arrête de soutenir les FDLR, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais là, il y a un souci. Le Rwanda dit que la RDC soutient les FDLR, mais on n'a aucune preuve où les FDLR sont allés créer l'insécurité au Rwanda. Mais la vérité est que toutes les guerres se font sur le territoire congolais. Les FDLR tuent aussi les Congolais. Or, les FDLR n'ont pas été invités par les gouvernements congolais. Donc, c'est un groupe armé qui s'est réfugié dans les forêts de la RDC, comme autant de groupes armés. Personne ne pourra venir ici avec une preuve que c'est la RDC qui crée les groupes armés au sein de la RDC pour tuer les populations congolaises. Et donc, ça veut dire que les manques de capacité de la RDC à avoir suffisamment la possibilité de contrôler la partie est du Congo à cause de la chute du pouvoir de Mobutu, à cause de la fragilité de l'accueil de réfugiés, à cause de tout ce qui est développé dans cette zone-là au cours du temps, a permis à ce que tout groupe armé, que ce soit du Burundi, que ce soit du Rwanda, que ce soit de l'Ouganda, se réfugie dans les forêts de la RDC, causant d'abord désolation à la RDC et présentant maintenant des potentiels insécurité pour les pays d'origine de chaque groupe armé. Alors, à partir du moment où les pays voisins développent les mécanismes de collaboration certaines, par exemple l'Ouganda a des accords militaires avec la RDC et l'Ouganda est permis à venir traquer les rebelles ensemble avec la RDC, les ADF Nalu et les autres, la Codeco et consorts. Donc, si le Rwanda pouvait collaborer dans cette perspective, ils ont collaboré. Le Rwanda n'allait plus avoir les soucis. Bonjour Maine, vous écoutez Radio WMPG, WMPG, Goram Poland, au 99.9 FM, Radio de l'Université du Sud du Maine. Amjambo Africa. When you are an immigrant, one thing that you desperately need is information. When people are reading the newspaper, Amjambo Africa, they can definitely trust that this is coming from the right source. Do our best to help bridge gaps between communities. Very important that all voices in our community are heard. Young people can really benefit from Amjambo Africa. This paper connects us all with things that are relevant to all of us. This newspaper made people visible because they can see themselves, through one of those, languages. Immigrant voices are not only vital to our future, they are part of our history. Is an opportunity we should embrace. But Amjambo Africa can just give us a sense of hope when we're reading what's going on back. As Portland and the state embraces more and more immigration, connecting between not only the immigrant community, but the locals. J'aime lire Amjambo Africa. Est-ce que vous lisez Amjambo Africa? Amjambo means what? It's in Swahili. DRC Congo, they use as a greeting, hello or good morning. I see Amjambo Africa as becoming a real force in the state. Vous continuez d'écouter l'émission Bonjour Maine après les 30 minutes sur les ondes de la radio WMPG Goram Poland. Vous pouvez également suivre l'intégralité sur Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Deezer et Apple Podcasts.
Mais le Rwanda, chaque fois, arme un groupe armé pour venir contrôler les espaces des territoires, des pans des territoires congolais. Et c'est ce qui dérange depuis toujours, parce que le Rwanda a eu 6 fois l'autorisation de la RDC de venir traquer les FDLR. Il y a les opérations Kimia 1, Kimia 2, Amanileo, il y a eu des opérations Shuja ou Moja et consorts, mais la RDC a montré la volonté. Et le Rwanda, chaque fois que lorsqu'il vient pour traquer les FDLR, à la fin de l'opération, elle dit toujours « Je suis satisfait, j'ai réussi mon opération ». Mais quand le Rwanda vient encore exprimer les inquiétudes sur les FDLR, on se pose les questions de savoir, est-ce que ces FDLR-là sont des êtres mystiques ou les FDLR sont des êtres réels? Parce que maintenant, par exemple, le Rwanda a contrôlé avec les M23 pendant au moins 12 mois, depuis le mois de janvier, la partie est de la RDC où est censé trouver les FDLR. Mais maintenant, les Rwandais vont encore avoir des inquiétudes sur les FDLR. On se pose des questions de savoir, est-ce que ces FDLR-là, qui avaient, on peut dire, entre 18 ans et 30 ans, lorsqu'ils sont venus en RDC, 30 ans plus tard aujourd'hui, ils doivent avoir plus de 50 ans chacun, sont encore une menace pour le Rwanda. Mais il y a eu le Rwanda est venu 6 fois les neutraliser au Congo. Comment est-ce qu'il continue à être une menace pour le Rwanda? Je crois qu'il y a une complexité dans ces opérations. Il y a eu des rapports où on a rapporté les FDLR combattant côté à côté avec les forces armées congolaises. Mais... Non, ça c'est un mensonge parce que la RDC ne peut pas collaborer avec les forces négatives qui endeuillent encore le Congolais sur le sol congolais parce que les FDLR tuent les Congolais. Ils vivent au Congo. Quand ils ont besoin d'argent, ils saisissent des villages, ils ravissent l'argent des gens, les bétails des gens, la nourriture, et ils sèment la mort au Congo. Comment est-ce que le gouvernement congolais va collaborer avec les gens qui sèment la mort dans son pays? Ça c'est un prétexte pour que le Rwanda trouve la raison de soutenir aussi un groupe rebelle qui vient déstabiliser le Congo. Je pense que ça ce serait très bien pour un discours, mais il y a eu autant de témoignages de gens qui ont vécu ces histoires. Mais ma question est ceci, mon frère. Vu la complexité de tout ce que nous avons parlé, comment est-ce que cet accord de Washington va s'insérer et régler, résoudre les problèmes? Moi, en tant que... je ne suis pas observateur, donc je suis une partie dans la question. Puisque je veux la paix effective dans l'Est du Congo, je compte sur la sincérité de la collaboration avec le Rwanda. Parce que Washington est un facilitateur. Ceux qui doivent rendre la paix effective, c'est le Rwanda et c'est le Congo. Le Congo a accepté un principe de négocier, même si nous ne voulions pas au départ, mais nous avions accepté de négocier avec les M23. Nous pensons aussi que le Rwanda doit négocier avec les FDLR, parce que si nous négocions avec les rebelles, pourquoi est-ce que le Rwanda ne négocie pas avec les rebelles, afin que, à la fin, chaque pays fait la paix avec les rebelles de son pays, il n'y aura plus d'inquiétude pour les deux pays. Mais le Rwanda n'a jamais montré une possibilité de négocier avec les FDLR, mais le Rwanda continue à avoir les inquiétudes sur les FDLR. Or, la fin de l'inquiétude, on sait, l'opposé de la guerre, c'est la paix. Or, la paix oblige une négociation. Pourquoi la RDC négocie avec les M23, mais le Rwanda ne veut pas négocier avec les FDLR et le Rwanda continue à avoir l'inquiétude? Et comment est-ce que l'accord qui est signé devant le président américain va aider parce qu'on a eu autant d'accords, il y a eu des accords en Afrique du Sud, il y a des accords de Rwanda, Nairobi, donc on a eu autant d'accords vraiment dans les années antérieures. Comment est-ce que cette fois-ci on peut espérer? L'espoir que nous devons avoir à partir du moment où l'accord a été facilité par Washington DC, notamment le président Trump, c'est les garanties que les États-Unis d'Amérique vont accorder à cet accord. Parce que, comme vous le savez, lorsque vous êtes le broker d'un peace deal comme ça, et qu'après les deals, les implications du deal, c'est faire les affaires,
puisque les Américains voudraient faire les affaires avec les Congo en termes de minéraux, le Rwanda a aussi dit qu'il a des minéraux, donc les Américains voudraient faire les affaires avec le Rwanda pour des questions de minéraux. Les Américains ne viendront jamais avec leurs investissements privés là où il y a la guerre. Donc l'Amérique va se rassurer qu'il n'y a plus la guerre, qu'il y a la paix, afin de faire les affaires. Donc les garanties viennent à partir de là. Comment est-ce qu'on peut espérer, alors que même les deux présidents ne sont pas serrés les mains, si vous avez suivi la télévision, donc on voyait juste une unanimité notoire. Donc, quel est votre commentaire à cela? Oui, je pense que c'est une rupture de confiance parce que personne ne fait confiance à l'autre. Et donc, les tensions sont réelles parce que jusqu'à maintenant où nous sommes en train de parler, les militaires des AM23 qui sont soutenus militairement, tactiquement et tout par le Rwanda font la guerre aujourd'hui, même à l'heure où nous sommes en train de parler. L'armée de l'air congolaise est en train de faire circuler les avions jusqu'à la frontière du Rwanda, vers Katogota, justement parce que la guerre continue. Et dans cet état de choses, les présidents de chacun des deux pays sont les mieux informés des réalités qui se passent au niveau du pays. Croyez-vous qu'avec cet état de choses, le président congolais, par exemple, parce que les victimes sont faites dans son pays, va avoir la liesse de serrer la main à Paul Kagame? Mais cela est vu comme étant, cet accord est un accord forcé, indépendamment de la volonté de l'un de l'autre, mais c'est forcé par ceux qui ont des dividendes après la paix. Donc, si ces gens-là ne sont plus là, parce que la démocratie américaine n'est pas une démocratie qui se fait comme en Afrique. Donc, un président vient 4 ans, il part, ou bien 8 ans. Donc, si le président qui a bloqué cette paix n'est pas là, donc on peut désespérer encore. Maintenant, la question que vous posez est une question très fondamentale et je pense que la réponse à cette question ne pourra jamais venir du Rwanda, mais la réponse à cette question ne doit que venir du Congo. Puisque c'est au Congo que les victimes sont faites, puisque c'est au Congo que le militaire du Rwanda soutenant les rebelles viennent, n'est-ce pas, semer la désolation, il va falloir que le gouvernement congolais puisse bien développer son armée, à même de garantir la sécurité intérieure du Congo. Si la capacité opérationnelle du militaire congolais atteint les standards voulus et nécessaires, même si la menace arrive, cette menace sera étouffée dans l'œuf. Donc les garanties de sécurité dans l'est du Congo viendront de la capacité de la RDC à restructurer son armée, à réorganiser son armée et à la rendre une armée capable de défendre un pays et d'assurer la sécurité à des pays voisins. Disons les plus stables et durables. Donc, je vais aussi en venir aux questions de la géopolitique. On a vu le président angolais, on a vu le président Kenya, on a vu le président burundais. Il me semble que c'est l'Ouganda qui manquait à la table. Donc, que penses-tu de tout cet entourage-là aussi, le Burundi qui est impliqué dans la guerre dans le Kivu du Sud? Que penses-tu de cette géopolitique menace ou bien côté fort? Oui, l'Institut de paix des États-Unis d'Amérique avait bien compris que il y a des acteurs clés qui accompagnent chacun des deux protagonistes dans cette affaire. C'est pourquoi l'Institut a nécessité, donc je parle de Donald Trump, sa vision, a nécessité l'implication et la présence de ces différents acteurs. Mais certains d'entre eux sont présents compte tenu du rôle qu'ils jouent dans les institutions, notamment le président Jean Lorenzo, qui est président de l'Union africaine. Mais en ce qui concerne maintenant le Burundi, le Kenya et l'Ouganda, évidemment, c'est parce que visiblement l'Ouganda et le Kenya sont alliés du Rwanda. Et le Burundi
et allié de la RDC, visiblement sur le terrain. Donc cela a impliqué leur présence, mais aussi parce que nous avons des institutions qu'on appelle l'EAC, et il était important que les East African leaders soient impliqués comme témoins à ces assises pour que chacun prenne l'engagement à pouvoir faire respecter les termes de ces accords afin que la paix règne dans la sous-région, parce que l'insécurité dans la sous-région ne bénéficie pas à tous ces pays parce que ça crée la rupture, comme vous avez vu. Le président Tshisekedi et Kagame ne peuvent pas se saluer, se serrer la main à cause de ces ressentiments. Et donc, le président burundais ne peut pas être en bon terme avec le président rwandais. Le président congolais ne peut pas être en bon terme avec le président Ruto, tout comme le président Museveni. Donc, ce climat malséant, ce climat déstabilisateur de la sous-région ne peut que s'harmoniser par le fait que l'Institut américain de la paix ramène tous ces acteurs ensemble pour adhérer dans cette vision de la paix et de la stabilité de la sous-région. Disons, le M23, donc, c'est déjà étendu sur le territoire congolais, un grand territoire. Donc, et à ce que j'entends, ils disent qu'ils n'obéiront à quiconque. Vous pensez qu'ils vont obéir à quiconque? Le M23 n'existera pas sans l'appui du Rwanda. Donc, à partir du moment où le Rwanda s'est engagé à se désengager, parce qu'on parle de désengagement des forces, et ces forces-là, ce sont des mesures préventives du Rwanda, puisque le Rwanda doit se désengager. Le Rwanda doit retirer ses militaires. Le Rwanda doit retirer ses matériels. Le M23 n'aura pas de subsistance pour continuer à faire la guerre. Donc, nonobstant le fait que le M23 fait toutes ces déclarations, je pense que c'est essentiel pour leur existence, mais ces déclarations-là ne garantiront pas au M23 la survie à partir du moment où le Rwanda se retire de la scène. Êtes-vous pour l'intégration des M23 dans l'armée congolaise? On ne pourra jamais encore dans l'histoire de la RDC intégrer les rebelles dans l'armée nationale, parce que c'est ce qui a fragilisé l'armée congolaise. Avec l'AFDL, d'ailleurs l'AFDL est venu détruire l'armée régalienne et régulière du Congo pour imposer leur armée. L'AFDL est parti, nous avons connu les RCD, le RCD Goma et tous ses affluents. Les rebelles là ont été intégrés dans l'armée. Parmi les intégrés dans l'armée, un va sortir, va aller recréer encore le groupe armé qu'on va appeler CNDP Kundabatware. À son temps, on va encore intégrer le rebelle de CNDP dans l'armée congolaise. Bosco Ntaganda va sortir de CNDP pour aller créer aussi son mouvement. Et il va encore venir intégrer ces rebelles-là dans l'armée. Finalement, c'est le M23 qui va venir. Le M23 de 2012, après leur prétendue défaite, on a intégré encore leurs militaires dans l'armée. Et donc, tous ces militaires-là qui sont intégrés dans l'armée régulière, chaque fois qu'il y a résurgence de la rébellion, ils vont sortir et ils vont aller se rendre du côté de la rébellion. Et ceux qui sont restés à l'interne vont collaborer avec eux pour faire tomber les villes comme si nous n'avions pas une armée. Donc la RDC a assez apprise de ses erreurs. Actuellement, tous les Congolais ont compris qu'il ne faut plus jamais intégrer les rebelles dans l'armée régulière. Maintenant, la réintégration dans la vie sociale va se faire par les tris, parce que là, lorsqu'une rébellion est érigée, il n'y a pas que les nationaux. Il y a aussi les étrangers qui viennent appuyer la rébellion. Donc, il faut identifier qui est congolais, qui ne l'est pas, et les Congolais vont réintégrer la vie sociale. Ça sera au cas par cas. Et le gouvernement de la République va déterminer si nécessité il y a que certains éléments de l'armée congolaise qui ont été pris par la chute de ces deux grandes villes, de force, afin de les réintégrer dans l'armée. Mais en ce qui concerne les rebelles qui sont venus fraîchement du Rwanda pour s'aimer la désolation au Congo, aucune opportunité leur est donnée. C'est pourquoi le président l'insiste, et dans les accords même c'est indiqué, il n'y a ni brassage, il n'y a ni mixage pour garantir la paix pérenne. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les groupes là qui se combattent entre les Banyamulenge, les Wazalendo, les Mai Mai, les groupes congolais
qui se nourrissent des tirs. Oui, les Banyamulenge par exemple, parce que là, nous, tous les Congolais commencent à dire clairement les choses. Les Banyamulenge, en tant qu'une communauté des peuples vivants au Congo congolais, ils sont congolais et tout ce qui est demandé aux Banyamulenge, comme toutes les couches de la population congolaise, si vous êtes en désaccord avec les gouvernements, utilisez toutes les voies garanties par la Constitution pour, n'est-ce pas, réclamer ce qui est de vos droits, comme toutes les populations congolaises les font. En ce qui concerne les Banyamulenge qui ont pris les armes, il leur est demandé de déposer les armes. Pourquoi? Parce que si vous prenez les armes, vous êtes en train de peindre toute une communauté en élément négatif et pourtant ce n'est pas tous les Banyamulenge qui ont pris les armes. C'est un groupe de gens qui sont manipulés par certains des Banyamulenge politiciens qui collaborent avec le Rwanda afin de justifier une quelconque exclusion. Les Wazalendo aujourd'hui ne sont plus les Mai Mai d'autrefois parce que les Mai Mai c'était reconnu comme étant des mouvements négatifs qui sont censés déposer les armes au même titre que les Banyamulenge qui ont pris les armes, sans distinction aucune. Mais maintenant, ce qu'on appelle Wazalendo aujourd'hui, ce sont des éléments des populations congolaises qui ont été suffisamment recrutés à constituer ce qu'on appelle les réservistes de l'armée congolaise. Et ces gens-là sont sous un commandement militaire d'un général de l'armée congolaise et qui ne pose aucun problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre au même titre les Mai Mai d'autrefois et les Banyamulenge qui ont pris les armes et tous les restes des groupes armés comme celui de, comment on appelle, celui-là il est à l'Ouganda. ADF Nalu. Oui, celui qui vient, non, les ADF Nalu sont des terroristes, mais celui qui était libéré de la CPI là, il s'appelle Thomas Lubanga. Lubanga. Thomas Lubanga aussi avait un groupe, il appelle c'est comment. Tous ces mouvements-là sont appelés à déposer les armes parce que le gouvernement, maintenant avec l'appui des partenaires extérieurs, va avoir la capacité opérationnelle de neutraliser tous ces groupes armés parce que les groupes armés sèment la mort, les groupes armés sèment la désolation, les groupes armés n'ont plus droit d'exister. Mais cela ne doit pas être le cas pour les Wazalendo parce que ceux-là sont les réservistes de l'armée. Tout groupe armé qui veut formaliser, n'est-ce pas, son adhésion dans l'armée va s'inscrire dans l'armée et s'il est retenu, il va devenir le militaire de la nation, mais ils ne doivent plus être des mouvements qui se battent entre eux parce que l'armée régulière est maintenant capable de pouvoir sécuriser toutes les populations congolaises, même les populations étrangères qui vivent au Congo. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Bonjour Maine de ce dimanche. Je vous remercie personnellement et remercie également mes confrères Pierre Claver Nyonhuru et Jean Hakuzimana qui m'ont aidé dans la préparation. Dans l'attente de la prochaine émission, restez connectés et partagez nos émissions. À la prochaine. Siri no